Alors vous voyez du coup pourquoi vous n'êtes pas des êtres du point de vue de Spinoza. Vous êtes des manières d'être. Ça se comprend. Si chacun se définit par ce qu'il peut, mais c'est quand même très curieux, vous ne vous définissez pas par une essence, ou plutôt votre essence elle est identique à ce que vous pouvez, c'est-à-dire vous êtes à un degré sur une échelle de puissance. Si vous êtes à un degré, si chacun de nous est à un degré sur une échelle de puissance, donc vous me direz, mais il y en a qui valent mieux ou pas mieux. Là, on laisse ça de côté. Ça va devenir très compliqué. On ne sait pas, on ne sait pas là-dessus pour le moment. Mais si c'est comme ça, vous n'avez pas d'essence, ou vous n'avez qu'une essence identique à votre puissance, c'est-à-dire vous êtes à un degré sur cette échelle. Dès lors, vous êtes en effet des manières d'être. La manière d'être, ce sera précisément cette espèce d'existence quantifiée d'après la puissance, d'après le degré de puissance qu'il a défini. Vous êtes des quantificateurs. Vous n'êtes pas des quantités, ou alors vous êtes des quantités très spéciales. Chacun de nous, c'est une quantité, mais de quel type? C'est une vision du monde très curieuse, très nouvelle, quoi. Voir les gens comme des quantités, comme des paquets de puissance, comme des... il faut le vivre, faut le vivre si ça vous dit. Hein. D'où l'autre question, mais en même temps, ces mêmes auteurs, par exemple Spinoza, ne va pas cesser de nous dire il y a en gros deux modes d'existence. Et quoi que vous fassiez, vous êtes bien amené à choisir entre les deux modes d'existence. Vous existez de telle manière que vous existez tantôt sur tel mode, tantôt sur tel autre, et l'éthique, ça va être l'exposé de ces modes d'existence. Là, c'est plus l'échelle quantitative de la puissance, c'est la polarité entre des modes, la polarité de modes d'existence distincts. Comment est-ce qu'il passe de la première idée à la seconde? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire avec la seconde? Il y a des modes d'existence qui se distinguent comme des pôles de l'existence. Oui, si, voilà, je vous demande ceci comme ça. Il y a des fois on fait tout continu, mais aujourd'hui, vous pourriez, ceux qui sont dans le fond, ouvrir un peu les fenêtres, et puis on se repose 5 minutes, hein, et puis je termine après. Chose à dire encore, en effet, Comtesse rappelle, ce que certains d'entre vous savent, que chez Spinoza, il y a une notion fondamentale que Spinoza présente comme une tendance à persévérer dans l'être. Chaque chose tend à persévérer dans l'être. Et quand il s'explique sur persévérer, tantôt il faut dire les variations de la formule, c'est tantôt tendance à conserver, tantôt tendance à persévérer, et c'est tantôt tendance à persévérer dans l'être et parfois dans son être. Donc, en tout cas, il y a un ensemble là qui fait que, qu'est-ce que ça veut dire tendre à persévérer dans l'être? Alors là, je dis, tel que la question est posée, je dis, on la met de côté parce que je n'ai pas les moyens de répondre en fonction de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens de répondre à cette question. Une fois dit, je peux juste dire, ça n'est absolument pas un effort pour conserver la puissance. Ça ne peut pas être ça. Ici, encore une fois, la puissance n'est jamais objet. C'est par puissance que je fais ou que je subis. Rappelez-vous la formule mystérieuse de Nietzsche. Et c'est même par puissance que je subis. C'est par puissance que j'agis, mais c'est aussi par puissance que je subis. Puisque la puissance, c'est l'ensemble de ce que je peux, aussi bien en action qu'en passion. Alors donc, je peux juste, c'est le contraire d'une réponse que je fais à cette question, je peux juste dire, d'accord, il y a cette formule chez Spinoza, il faut, ce sera pour nous, et c'est déjà pour nous un problème, de savoir ce qu'il peut bien vouloir dire, avec son histoire de conserver dans l'être ou dans son être. Donc, je n'ai pas répondu du tout.
Alors je passe à l'histoire des modes d'existence. Non plus distinction quantitative entre les étangs du point de vue de la puissance, entre les existants du point de vue de la puissance, mais polarité qualitative entre les modes d'existence, deux au moins. Eh bien, comment est-ce que ça peut se faire, ça? Et en effet, je vous disais, l'éthique, elle ne cesse pas de nous dire ça. L'éthique, elle ne cesse pas de procéder presque, c'est par commodité, deux modes d'existence. Mais elle ne cesse pas de nous dire, hein, c'est les gens qui vous disent en gros, en très gros, vous savez, hein, vous avez le choix entre des modes d'existence, et notamment entre deux pôles. Et quoi que vous fassiez, eh ben, vous verrez, vous êtes sous un de ces pôles ou sous l'autre. Quand vous faites quelque chose, faire quelque chose ou subir quelque chose, c'est exister d'une certaine façon. Donc vous ne vous demandez pas ce que ça vaut, vous vous demandez quel mode d'existence ça implique. Hein. C'est ce que Nietzsche aussi disait lorsqu'avec son histoire d'éternel retour, il disait, mais pas difficile de savoir si quelque chose est bien ou pas bien. Pas tellement compliqué cette question, c'est pas une affaire de morale, il disait. Il disait, faites l'épreuve suivante, ne serait-ce que dans votre tête. Est-ce que vous vous voyez le faire une infinité de fois? C'est un bon critère. Vous voyez, c'est le critère du mode d'existence. Ce que je fais, ce que je dis, est-ce que je pourrais en faire un mode d'existence? Si je ne peux pas, c'est pas bien, c'est moche, c'est mal, c'est mauvais. Si je peux, alors oui. Vous voyez que tout change, c'est pas de la morale en quel sens? Je dis à l'alcoolique, par exemple, voilà, vous voyez, je suis un alcoolique. Je lui dis, tu aimes boire, tu veux boire, bon, très bien, mais si tu bois de telle manière qu'à chaque fois que tu bois, tu serais prêt à boire, reboire une infinité de fois. Bien sûr, à ton rythme, il ne faut pas pousser. À ton rythme. À ce moment-là, au moins, sois d'accord avec toi-même. Alors les gens, ils vous font beaucoup moins chier quand ils sont d'accord avec eux-mêmes. Ce qu'il faut redouter avant tout dans la vie, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. C'est ça ce que nous a dit admirablement. C'est ça, le venin de la névrose, c'est ça. La propagation de la névrose, je te propage mon mal, c'est avant tout ceux qui sont pas d'accord avec eux-mêmes. C'est terrible, terrible. C'est les vampires. Les vampires. Tandis que l'alcoolique qui boit, sur le mode perpétuel de « Ah, bon, c'est la dernière fois, c'est le dernier verre, une seule fois, ou encore un seul. » Ça, c'est un mauvais mode d'existence. Si vous faites quelque chose, faites-le comme si vous deviez le faire une million de fois. Si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, faites autre chose. Alors, vous comprenez, ça s'applique à tout, par exemple. C'est Nietzsche qui le dit, c'est pas moi. Toute objection s'adresse à Nietzsche. Bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, tout ça, c'est pas pour qu'on en discute ce que je dis, tout ça, c'est pour que ça touche, c'est que ça peut toucher. Bon, c'est pas affaire de vérité, tout ça, c'est affaire de comment dirais-je, de pratique de vivre, quoi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais enfin, Spinoza, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec... C'est très curieux. Je dirais que tout le livre 4 de l'éthique développe avant tout ça l'idée des modes d'existence polaires. Et à quoi vous le reconnaissez chez Spinoza? Je dis des choses pour le moment extrêmement simples. À quoi vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez à un certain ton de Spinoza lorsqu'il parle de temps en temps le fort, dit-il en latin, le fort, l'homme fort, ou bien l'homme libre. Et tantôt, au contraire, il parle de l'esclave ou de l'impuissant. Là, vous reconnaissez un style qui appartient vraiment à l'éthique. Il ne parle pas du méchant et de l'homme de bien. Le méchant et l'homme de bien, c'est l'homme rapporté aux valeurs en fonction de son naissance. Mais la manière dont Spinoza parle, vous sentez que c'est un autre ton. C'est comme dans les instruments de musique, il faut sentir le ton des gens. C'est un autre ton.
il vous dit, eh ben voilà ce que fait l'homme fort. Voilà à quoi vous reconnaissez un homme fort et libre. Est-ce que ça veut dire un type costaud? Évidemment non. On sent bien que l'homme fort, il peut être très peu fort de certains points de vue, il peut même être malade, il peut être tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de l'homme fort? C'est un mode de vie, un certain mode d'existence. Et ça s'oppose au mode d'existence de ce qu'il appelle l'esclave ou l'impuissant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est style de vie. Il y aura un style de vie, vivre à l'esclave, vivre en impuissant. Et puis un autre type de vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, cette polarité des modes, sous la forme et sous les deux pôles, le fort ou le puissant et l'impuissant ou l'esclave, ça doit nous dire quelque chose. Continuons à aller dans la nuit, là, et regardons d'après les textes ce que Spinoza appelle l'esclave ou l'impuissant. C'est curieux. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'il appelle l'esclave ou l'impuissant, et là c'est là que les ressemblances, je ne crois pas forcer les textes, lorsque je dis les ressemblances avec Nietzsche sont fondamentales. Parce que Nietzsche lui aussi ne fera pas autre chose que distinguer ces deux modes d'existence polaires et les répartir à peu près de la même manière. Car on s'aperçoit avec stupeur que ce que Spinoza appelle l'impuissant, un mode d'existence, c'est quoi? Ben, les impuissants, c'est les esclaves. Bon, mais les esclaves, ça veut dire quoi? Les esclaves de conditions sociales, alors Spinoza, il en aurait contre les esclaves. On sent que non, c'est un mode de vie. Il y a donc des gens qui ne sont pas du tout socialement esclaves, mais ils vivent comme des esclaves. L'esclavage comme mode de vie et non pas comme statut social. Donc des esclaves, il y a des esclaves. Mais du même côté, des impuissants ou des esclaves, il met qui? Ça va devenir plus important pour nous. Les tyrans. Les tyrans. Bon, les tyrans. Et bizarrement, parce que là, il aura plein d'histoires, les prêtres. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Nietzsche ne dira pas plus. Hein. Je veux dire, dans ses textes les plus violents, Nietzsche fera aussi la Trinité. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Bizarre ça, que ce soit déjà tellement à la lettre dans Spinoza. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre un tyran qui a le pouvoir, un esclave qui n'a pas le pouvoir, et un prêtre qui semble avoir d'autres pouvoirs que spirituels? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et en quoi sont-ils impuissants, puisqu'au contraire, ça semble être, au moins pour le tyran et le prêtre, des hommes de pouvoir. L'un le pouvoir politique, l'autre le pouvoir spirituel. Si on sent, c'est ça que j'appelle se débrouiller par sentiment dans les textes, on sent qu'il y a bien un point commun. Et quand on lit Spinoza de texte en texte, on est confirmé sur ce point commun. Qu'est-ce que c'est presque une devinette, qu'est-ce que pour Spinoza il y a de commun entre un tyran qui a le pouvoir politique, un esclave et un prêtre qui exerce un pouvoir spirituel? Et ce quelque chose de commun, c'est ce qui va faire dire à Spinoza, mais ce sont des impuissants. C'est que d'une certaine manière, voilà, ils ont besoin d'attrister la vie. Curieuse idée. Nietzsche aussi dira tout à fait des trucs comme ça. Ils ont besoin de faire régner la tristesse. Spinoza pense comme ça, et ça il le sent très profondément. Ils ont besoin de faire régner la tristesse parce que le pouvoir qu'ils ont ne peut être fondé que sur la tristesse. Et Spinoza fait un portrait très étrange du tyran, en expliquant que le tyran, c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de la tristesse de ses sujets. Parce qu'il n'y a pas de terreur qui n'ait une espèce de tristesse collective comme base.
Le prêtre, peut-être pour de toute autre raison, il a besoin de la tristesse de l'homme sur sa propre condition. Et quand il rit, c'est pas plus rassurant. Tiens, parce que le tyran peut rire. Oui, le tyran peut rire, et les conseillers, les favoris du tyran rigolent aussi. C'est un mauvais rire. Pourquoi c'est un mauvais rire? C'est pas un mauvais rire par sa qualité, Spinoza ne dirait pas ça. C'est un rire qui, précisément, n'a pour objet que la tristesse et la communication de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Eh bien, le prêtre, selon Spinoza, il a besoin essentiellement d'une action par le remords. Introduire le remords. C'est une culture de la tristesse. Quelles que soient les fins, Spinoza dira, sont les fins, ça m'est égal. Il juge que ça. Cultiver la tristesse. Le tyran, pour son pouvoir politique, a besoin de cultiver la tristesse. Le prêtre a besoin de cultiver la tristesse, tel que le voit Spinoza, qui a l'expérience du prêtre juif, du prêtre protestant et du prêtre catholique. Or, Nietzsche, quand il fera ce qu'il appelle, Nietzsche lance une grande phrase, il dit « Je suis le premier à faire une psychologie du prêtre », dit-il dans des pages très comiques, et à introduire ce sujet-là en philosophie. Il définira précisément l'opération du prêtre par ce qu'il appellera, lui, la mauvaise conscience, c'est-à-dire cette même culture de la tristesse. Il dira c'est attrister la vie. Il s'agit toujours d'attrister la vie quelque part. Et en effet, pourquoi? Parce qu'il s'agit de juger la vie. Or, vous ne jugerez pas la vie, vous ne la soumettrez pas au jugement. La vie n'est pas jugeable. La vie n'est pas objet de jugement. La seule manière par laquelle vous puissiez la faire passer en jugement, c'est d'abord lui inoculer la tristesse. À ce moment-là, elle devient jugeable. Bizarre, cette idée. Et bien sûr, on rit. Je veux dire, le tyran peut rire, le prêtre rit. Mais, dit Spinoza, là, dans une page que je trouve très belle, son rire, c'est celui de la satire. Et le rire de la satire, c'est un mauvais rire. Pourquoi? Parce que c'est le rire qui communique la tristesse. On peut se moquer de la nature. Le rire de la satire, c'est lorsque je me moque des hommes. Je fais de l'ironie, l'espèce d'ironie grinçante. Je me moque des hommes, je dis. C'est une autre manière de dire. La satire, c'est une autre manière de dire la nature humaine est misérable. Ah, voyez quelle misère la nature humaine. C'est la proposition du jugement moral. Ah, quelle misère la nature humaine. Ça peut être l'objet d'un prêche ou l'objet d'une satire. Et Spinoza, dans des textes très beaux, dit justement ce que j'appelle une éthique, c'est le contraire de la satire. Et pourtant, il y a des pages très comiques dans l'éthique de Spinoza. Mais ce n'est pas du tout le même rire. Quand il rit, quand Spinoza rit, c'est sur le mode « Oh, regardez celui-là, de quoi il est capable. Ça, alors on n'a jamais vu ça. » Alors ça peut être, en effet, ça peut être une vilainie atroce. Hein. Spinoza, il aurait plutôt une impression, alors ça, fallait le faire, aller jusque-là. C'est jamais un rire de satire, c'est jamais, voyez comme notre nature est misérable, c'est pas le rire de l'ironie. C'est un type de rire complètement différent. Je dirais c'est beaucoup plus l'humour juif, c'est très spinoziste, ça. Oh là là, vas-y, encore un pas. Ça, j'aurais jamais cru que ça pouvait se faire. Cette espèce de rire très particulier. En sens, Spinoza est un des auteurs les plus gais du monde. Mais en effet, je crois que ce qu'il déteste, c'est tout ce que la religion a conçu comme satire de la nature humaine. Ou ce que le tyran, l'homme de la religion, ils font des satires. C'est-à-dire, ils dénoncent avant tout la nature humaine comme misérable, puisqu'il s'agit de la faire passer en jugement. Et dès lors, il y a une complicité. Et c'est ça l'intuition de Spinoza. Il y a une complicité du tyran, de l'esclave et du prêtre. Pourquoi? Parce que l'esclave, c'est celui qui, vraiment, se sent d'autant mieux que tout va mal. Plus que ça va mal, plus qu'il est content. C'est ça le mode d'existence de l'esclave. Vous savez, il faut toujours... l'esclave, c'est celui... quelle que soit la situation, il faut toujours qu'il voit le côté moche, truc moche, là.
Ah, ça, il y a des gens qui ont du génie pour ça. C'est ça, les esclaves. Oh, t'as vu ça? Ça peut être un tableau, ça peut être une scène dans la rue. L'esclave, vous le reconnaissez, il arrive parfois, ils ont du génie, il y a un génie de l'esclave. C'est le bouffon en même temps. L'esclave et le bouffon. Là aussi, Dostoïevski, il a dit des choses bien profondes sur l'unité de l'esclave et du bouffon. Et du tyran, ils sont tyranniques, ces types-là. Ils vous accrochent, ils vous lâchent pas. Ils ne cessent pas de vous mettre le nez dans une merde quelconque. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Il faut toujours qu'ils abaissent les trucs. C'est pas que les trucs soient forcément hauts, mais c'est toujours trop haut. Il faut toujours qu'ils découvrent une petite ignominie sous l'ignominie. Ah, il y en avait encore une, c'est là alors. Alors là, ils deviennent roses de joie. Formidable, formidable. Plus que c'est dégueulasse, mieux que c'est. Ils ne vivent que comme ça. Ça, c'est l'esclave. C'est aussi le tyran. Et c'est aussi l'homme du roman. Et c'est l'homme de la satire. C'est tout ça. Et c'est à ça que Spinoza oppose. La conception d'un homme fort, puissant, alors dont le rire même n'est pas le même. C'est une espèce de rire très très bienveillant, le truc le rire de l'homme dit libre ou fort. Il dit, ah bon, ben, si c'est ça que tu veux, fais-le, vas-y, oh, c'est rigolo, oui, c'est rigolo. C'est le contraire de la satire, c'est le rire éthique. Oui. Je voulais faire un effort, franchement, pour rapprocher souvent ce que de Nietzsche. J'aimerais qu'on peut aussi rapprocher d'un autre penseur, aussi Nietzsche a fait aussi comme de ses rêves, ses œuvres, il parle aussi des esclaves, il parle aussi du rire. S'il y a bien cette espèce de, mettons, de tonalité de deux modes d'existence, ce qu'il nous faut maintenant, c'est précisément dans la voie là qu'on vient de nous proposer ou dans d'autres voies, voir qu'est-ce que ça recouvre, cette tonalité de deux modes d'existence dans une éthique.